Merci à tous de participer à notre nouveau webinaire qui a encore une fois un thème fiscal, car nous allons traiter ce soir la question suivante, comment bien déclarer les revenus locatifs de mon appartement à Berlin, en France et en Allemagne. Alors, on a écrit à Berlin parce que nous, on est spécialisé sur Berlin, mais bien évidemment, si vous avez un appartement dans une autre ville allemande, ça va être les mêmes principes de fiscalité qui vont s'appliquer. Donc, pour les personnes qui participent pour la première fois, je vais me présenter brièvement. Je suis Florence Holtz, je suis la responsable de la gestion client chez Aden Immobilien. Aden est une agence immobilière franco-allemande avec un siège à Paris et à Berlin, et notre agence accompagne depuis 2009 des clients français et francophones dans leurs projets d'investissement et de vente immobilier à Berlin. Donc je vais commencer par déjà, dire quelques mots sur le fonctionnement du webinaire. Donc, nous avons prévu ce soir une présentation d'environ 30 minutes, suivie d'un question-réponse d'une quinzaine de minutes. Vos micros ne sont pas activés, mais vous avez la possibilité de commenter ou de poser des questions tout au long du webinaire dans le chat, qui se trouve sur votre droite. Nous essaierons d'y répondre si possible au fur et à mesure pendant les interventions et bien évidemment en fin de séance lors du question-réponse. Ce webinaire sera enregistré. Vous recevrez normalement donc demain soir un email avec le lien vers le replay du webinaire et vous aurez du coup aussi dans ce mail les coordonnées complètes de chaque intervenant si jamais vous souhaitez prendre un rendez-vous par la suite avec l'un d'entre nous. Vous avez été nombreux, suite à notre dernier webinaire, à nous envoyer des suggestions de thèmes que vous aimeriez voir. Donc, merci déjà pour ça. Nous avons sélectionné ce sujet en priorité car il a été demandé, déjà, il a été demandé plusieurs fois et également parce que, bon, il peut y avoir une certaine urgence pour les personnes qui doivent éventuellement rendre leur déclaration d'impôt d'ici fin mai. Donc, il ne reste pas forcément beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je me retrouve à nouveau entourée ce soir, en tout cas du moins virtuellement, par Alexander Jacobi et Guillaume Rubecki, qui sont donc deux avocats fiscalistes spécialisés dans le droit international et qui ont l'habitude de traiter des questions liées à l'immobilier allemand et qui sont par ailleurs déjà intervenus lors de notre dernier webinaire qui a lieu au mois de mars, qui traitait de la vente d'un bien immobilier en Allemagne. Donc, s'il y a des personnes qui ont peut-être pas vu ce webinaire ou qui s'intéressent, je peux aussi remettre le lien de ce webinaire dans le chat. Dans ce cas, n'hésitez pas de mettre un petit mot et je vous copierai le lien vers ce webinaire. Donc voilà, on a 2 intervenants, donc on aura 2 parties, ce soir. Donc Alexander Jacobi va commencer. Donc Alexander est basé à Berlin et donc il nous parlera de l'imposition des loyers d'un bien immobilier en Allemagne et du coup, en deuxième partie, Guillaume, qui lui est notamment basé à Paris et à Strasbourg, nous parlera de l'imposition des loyers, d'un bien immobilier allemand en France. Hem, donc j'ai encore quelques mots à vous dire avant de débuter avec les experts, même si je sais que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Donc, vous l'aurez compris, ce webinaire s'adresse principalement, alors je dis principalement parce que je pense que, enfin, aux propriétaires en Allemagne, mais je pense que ça peut également intéresser bien sûr des personnes qui ont un projet d'achat à Berlin ou en Allemagne pour connaître un petit peu plus voilà, les spécificités au traitement fiscal après des revenus locatifs qu'on pourrait avoir. Donc, d'ailleurs, les cas qu'on va aborder, donc je pense qu'Alexander va le préciser encore après, on va plutôt voir le cas d'une personne qui vit en France et qui a donc des revenus limités aux revenus locatifs en Allemagne. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques éléments dans la présentation d'Alexander qui intéresseront les propriétaires, même s'ils vivent en Allemagne ou ailleurs, parce que bien évidemment, enfin, l'imposition en Allemagne ne changera pas. Mais bien sûr, il n'y aura pas forcément d'imposition en France à prévoir si vous n'y résidez pas.
Donc, juste pour clarifier encore une fois, on parle de fiscalité, on reste dans des cas généraux, donc les spécificités de chacun peuvent vraiment être très variables. Donc, on vous proposera plutôt de traiter ces sujets-là individuels lors d'un entretien par la suite. Et voilà, avant de passer du coup la main à Alexander qui va débuter sa présentation, je vais quand même dire encore quelques mots aussi sur Aden Immobilien. Donc, comme je disais tout à l'heure, Aden existe depuis 2009. Nous sommes au total environ, bon, on va dire une vingtaine de collaborateurs entre Paris et Berlin, sachant que la grande majorité des personnes est basée à Berlin. Notre activité principale est la vente et la location de biens individuels donc à Berlin. Mais nous avons également un pôle qui s'appelle Aden Invest, qui commercialise par exemple des bureaux ou des immeubles à Berlin, mais aussi dans le reste de l'Allemagne. Et donc un dernier pôle qui s'appelle Aden Projet, qui développe des projets à la découpe que on est notamment aussi à revendre par la suite. Hein, donc, je tiens à préciser que ce soir, je ne vais pas aborder les questions liées au marché, les prix ou les quartiers de Berlin. Mais si vous avez un projet d'achat ou des questions qui sont liées à l'évolution des prix, voilà, enfin, ou des questions sur votre bien, bah, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous. Alors, voilà, vous avez le lien ici qui donne un accès directement à un calendrier dans lequel vous pouvez sélectionner des rendez-vous. Mais je vais également vous mettre mon adresse mail dans le chat, comme ça, si vous préférez, vous pouvez bien évidemment aussi prendre voilà, rendez-vous avec moi suite à ce webinaire par mail. Donc maintenant, j'ai fini et je laisse la parole à Alexander pour débuter les questions fiscales en Allemagne. Oui, merci Florence. Bonsoir, je m'appelle Alexander Jacobi. Je suis avocat, avocat fiscaliste et je tiens avec mon épouse qui est française un cabinet franco-allemand basé ici à Berlin et avec un autre bureau à Francfort. Alors on couvre en effet Berlin mais aussi toute l'Allemagne. Je vais vous parler ce soir en effet de l'imposition des loyers d'un bien immobilier en Allemagne. Et le droit fiscal allemand est connu pour être très très vaste et assez détaillé, assez compliqué. Et pour avoir un cas précis, un cas qui couvre la plupart de nos clients, j'ai mis une hypothèse en avant, comme Florence l'a déjà évoqué. Tout ce que je dis ce soir s'applique notamment à le cas suivant. C'est-à-dire, je parle surtout d'un cas d'un résident fiscal français, c'est-à-dire d'une personne privée qui habite principalement en France, mais qui détient un bien immobilier en Allemagne, à Berlin ou ailleurs. Et ce bien, il est loué et donne des revenus locatifs à cette personne. Je pars aussi du principe que ce bien, il est, pour le faciliter, la plupart des cas, je pars du principe que le bien, il est loué à long terme, non meublé, à une personne et évidemment à des fins d'habitation. Voilà. Alors, et en ce cas, il y a un grand principe qui est très important et qui n'est pas tout évident si on investit à l'étranger. Pour l'imposition des revenus immobiliers, la règle qui vaut en Allemagne, c'est que dès que le bien lui-même il est situé en Allemagne, il faut en Allemagne obligatoirement rendre une déclaration d'impôt pour ses revenus locatifs. C'est-à-dire, la base, le point principal, c'est que le bien il doit être situé en Allemagne. Et ça suffit que le fisc allemand ait le droit d'imposer des revenus tirés de ce bien. Et il y a deux malentendus qu'on rencontre très souvent avec nos clients, avec nos nouveaux clients qui viennent nous voir. Et la première chose, c'est que dès que vous avez des revenus locatifs en Allemagne, vous êtes obligé de rendre une déclaration au fisc allemand. Ça veut dire deux choses. Premièrement, il ne faut pas, dans un premier temps, regarder est-ce que vous avez un déficit ou à quelle hauteur est-ce que vous tirez des bénéfices ou pas. Le système en Allemagne est de sorte que dès que vous avez des revenus, vous êtes à la base principalement obligé de rendre une déclaration
en Allemagne ou fiscalement pour ses revenus. Et en faisant cette déclaration, après, vous allez arriver à un bénéfice ou peut-être un déficit. Peut-être vous commencez des années avec un déficit et après, ça tourne dans un bénéfice, j'espère. Mais peu importe, le fisc allemand attend de vous que vous rendez une déclaration d'impôt pour les revenus que vous tirez de ce bien. Parce que de la perspective du fisc allemand, ce n'est pas le bénéfice ou le montant, l'auteur du bénéfice qui compte, mais plutôt le fait que vous avez l'intention de faire un bénéfice et d'avoir des revenus locatifs. Et ainsi que vous êtes obligé à rendre une déclaration. Une deuxième malentendu qu'on rencontre souvent, c'est que pour des résidents allemands, c'est-à-dire des ressortissants allemands qui habitent et travaillent ici en Allemagne, il y a un seuil de non-imposition qui change chaque année et qui est en ce moment autour des 10 000 euros. Et souvent, nos clients étrangers, ils savent ça et ils pensent que ça s'applique aussi à eux. Mais ça, c'est une erreur. Ce seuil de non-imposition s'applique uniquement aux résidents fiscaux allemands, c'est-à-dire un étranger qui a un bien immobilier en Allemagne, qui loue, il est imposable dès le premier euro de bénéfice. Et ça aussi, c'est une explication pour laquelle il faut, en tout cas, peu importe le montant des loyers, rendre une déclaration au fisc allemand. Comment rendre cette déclaration? Il y a une déclaration sur l'IR, sur l'impôt sur le revenu. Par contre, si vous avez acheté le bien avec plusieurs personnes, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une SCI. Une SCI française peut très bien acheter de l'immobilier en Allemagne. C'est assez courant et ça ne pose aucun problème, ni légalement, ni fiscalement. Ou ça peut être aussi un couple marié, parce que pour des étrangers, le fisc allemand, il ne connaît pas de couple marié, pas de mariage, pas de couple marié. Un couple marié, pour le fisc allemand, c'est comme deux personnes qui ont acheté un bien immobilier ensemble. Et en ce cas, le système en Allemagne est le suivant. On va regarder le bien immobilier et pour le bien immobilier, on va faire le calcul du bénéfice de l'année. Et s'il y a ce bénéfice à la fin de l'année, ce bénéfice est par rapport au prorata que les groupements de personnes détiennent le bien et attribuer le bénéfice à chaque personne privée. Et cette personne déclare dans une déclaration à part ce bénéfice. C'est-à-dire, peut y avoir plusieurs étapes, plusieurs niveaux de déclaration d'impôt à rendre si vous êtes à plusieurs à être inscrit en tant que propriétaire du bien. Voilà, ça mis en avant, nous arrivons au point qui intéresse le plus, c'est quoi mon revenu imposable si je loue un bien en Allemagne. Et en fait, là, je commence avec la dernière ligne qui est le plus intéressant. Il ne faut pas être trop effrayé par les impôts en Allemagne, parce que, notamment par rapport à la France, mais aussi plein d'autres pays autour, on peut en Allemagne déduire beaucoup de charges et frais. C'est-à-dire, il faut vraiment savoir que le revenu imposable qui sera finalement l'assiette pour les impôts en Allemagne est vraiment inférieur, bien inférieur à la somme des loyers encaissés en cours d'année. Si on regarde ça un peu plus en détail, alors on a des points, on a les recettes, les loyers perçus, et on a les frais et charges déductibles. Les recettes, ça, en Allemagne, c'est généralement 2 points. Ça, c'est le loyer que paye le locataire au sens net, c'est-à-dire le montant que le locataire paye pour avoir l'usage du bien. Mais en plus, normalement en Allemagne, le locataire, il paye en plus une avance sur les charges de l'année. Des provisions sur charges, ça veut dire sur toutes les charges dont il a besoin, c'est par exemple de l'eau, mais aussi les poubelles, l'électricité, etc. Il va payer, excusez-moi, il va payer chaque mois une certaine somme en avance pour ne pas avoir toutes les charges à la fin de l'année à payer. Et à la fin de l'année, il reçoit de la part du propriétaire un décompte sur ses charges. Et ces charges, comme le propriétaire les reçoit par le loyer dans le virement mensuel, ils sont par le fisc aussi considérés comme des recettes. Alors, il y a le loyer et les avances sur charges qui sont des recettes. Qu'est-ce que je peux maintenant déduire de ces recettes?
Et là, en Allemagne, il y a beaucoup plus de postes qu'on peut déduire. D'abord, ce que c'est assez normal, c'est les charges de copropriété. Tous les charges que vous payez à la copropriété pour faire tourner l'immeuble, notamment aussi les frais pour l'eau courante, l'eau usée, le gaz souvent, vous les versez au syndic. Ça, ce sont des frais que vous engagez pour pouvoir gérer et aussi louer l'appartement. Alors des charges que vous avez, que vous dépensez pour pouvoir tirer vos revenus locatifs. Et toutes ces charges sont déductibles. À côté des charges de copropriété, vous avez comme deuxième grand poste l'amortissement du bien. L'amortissement du bien en Allemagne, c'est-à-dire, ça se base sur le prix d'achat, mais aussi sur tous les frais annexes d'achat que vous avez payés. Le calcul lui-même est assez complexe, il dépend de plein de facteurs comme la situation du bien, le nombre d'appartements, la valeur du terrain, et c'est un calcul qui est fixe, il y a une estimation, un calcul qui est dans une directive, et on peut le déclarer la première année, et après la première année de déclaration, le fisc va retenir le montant exact de l'amortissement annuel, et ce montant de l'amortissement, il sera valable pendant toute la durée de votre location, et c'est calculé sur normalement 40 ans. Pour des appartements un peu plus récents, parfois aussi sur 50 ans, le bien sera amorti. Si vous avez pris un prêt pour pouvoir acheter le bien, les intérêts que vous payez toute l'année pour cet emprunt, ils sont aussi déductibles. Et en dernier point, il y a aussi plusieurs d'autres charges que vous pouvez déduire. Quelques exemples sont donnés, c'est notamment des frais de réparation, des petites rénovations. Il y a mais aussi les frais de transport. Si vous vous déplacez en Allemagne pour voir votre bien, pour rencontrer votre locataire ou pour assister à l'Assemblée générale des propriétaires, vous avez des frais de transport qui sont déductibles. Peut-être vous avez conclu une assurance pour le bien, ces frais sont déductibles, autant que les frais de gestion pour le syndic qui gère le locataire. Aussi la taxe foncière en Allemagne est aussi déductible. Et en dernier, aussi les honoraires d'un conseiller fiscal ou d'un avocat, si vous en avez besoin, sont déductibles. En grand, on peut faire un point en disant que tous les frais que vous devez engager, que vous engagez en cours d'année pour gérer ce bien, pour utiliser le bien, tous les frais qui sont nécessaires à finalement le louer et en tirer profit, vous pouvez en Allemagne les déduire. Et si vous faites la somme, vous allez voir que c'est quand même assez intéressant, notamment les charges de copropriété, l'amortissement du bien, les intérêts d'emprunt sont généralement des montants aussi importants que le revenu imposable est vraiment bien inférieur, souvent moins que la moitié de la somme des loyers encaissés. En dernier point, je vais un peu vous parler du système d'imposition. Alors, si vous avez maintenant calculé ce revenu imposable, vous devez rendre une déclaration d'impôt. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, si vous êtes un groupe, vous faites d'abord le calcul par appartement. Si vous avez plusieurs appartements, vous faites un calcul pour chaque appartement, loyer, recettes, déduction des charges précises pour cet appartement. Si c'est des charges générales, évidemment, vous pouvez les déduire, par exemple, des frais de transport. Si vous vous déplacez une fois pour regarder plusieurs appartements, vous pouvez les déduire bien évidemment qu'une seule fois. Et comme ça, vous arrivez à un résultat par appartement du bénéfice ou du déficit de l'année. Si vous avez plusieurs appartements, il y a tout simplement un cumul de tous les bénéfices qui sont additionnés. Si vous êtes plusieurs, par exemple, il y a un couple qui détient un appartement et le couple détient l'appartement à 50-50, chacun la moitié, mais il sera imposé, chaque personne, l'homme et la femme, comme sur 50% des revenus du bien ou de la somme des différents biens. Là-dessus, vous avez maintenant le bénéfice imposable. Concernant le taux d'imposition en Allemagne, il n'y a pas de tranche d'imposition. Ça veut dire il y a le taux d'imposition normal de l'IR allemand qui s'applique et celui est entre 14 et 42%, il est progressif.
La plupart de nos clients, normalement, sont entre 20 et 30% d'imposition, taux d'imposition. Il n'y a pas de tranche. Et encore une fois, pour les résidents étrangers, ce taux d'imposition, alors les 14%, s'applique dès le premier euro de bénéfice. Si vous faites un déficit, sachez que ce déficit est reportable. En Allemagne, vous pouvez reporter ce déficit jusqu'à l'épuisement, c'est-à-dire plus ou moins illimité. Il est d'abord soldé avec les futurs bénéfices. C'est très intéressant, notamment au début. Si peut-être vous avez un déficit au début, ce sera entièrement utilisé par des bénéfices ultérieurs. Et en dernier, j'aimerais bien encore parler de deux autres règles qui sont aussi moins connues en France. Alors, la première chose que je veux encore une fois dire claire et nette, vous êtes imposé dans ce cas uniquement sur vos revenus locatifs en Allemagne. Si vous avez d'autres revenus en dehors de l'Allemagne, ceux-là ne sont pas du tout pris en compte dans l'impôt, c'est-à-dire ni dans l'assiette, ni dans le taux d'imposition. Il n'y a pas d'autres revenus étrangers dans ce cas qui sont applicables parce que vous êtes un résident étranger. Et deuxièmement, si vous louez, évidemment, normalement, vous louez pour plusieurs années. Et comme généralement, dans un tel cas, les bénéfices sont assez stables, le fisc va vous demander, à partir de la deuxième année d'imposition, de payer des avances sur impôt, souvent par trimestre, pour vous éviter d'avoir une grande charge d'impôt à la fin de l'année. Ça dépend évidemment du montant des impôts de l'année précédente, mais si vous avez quelques impôts à payer, un certain montant à payer, il est bien possible que le fisc, en plus, vous demande de payer l'année suivante, régulièrement, tous les 3 mois, des avances sur impôt qui, évidemment, si c'est comme l'année c'est un peu différente, vous allez rendre une nouvelle déclaration à la fin de cette année. Et si vous avez payé trop d'avance en cours d'année, évidemment, vous êtes remboursé. Voilà. Alors, en résumé, encore une fois, dès que vous avez un bien immobilier en Allemagne, vous êtes obligé de rendre une déclaration d'impôt en Allemagne. Et si vous êtes intéressé, nous, en tant qu'avocats fiscalistes, on propose ça, on propose des formules et on sera ravis de d'abord être ici sur place pour vos questions, répondre à vos questions. Et si jamais vous avez des biens, vous devez déclarer des loyers ici en Allemagne, n'hésitez pas de nous contacter. Ce sera avec grand plaisir que nous vous assistons et on vous parle en plus du détail de votre cas précis. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, merci Alexander. Oui, alors en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est à la personne de faire la démarche en fait. Hein. C'est pas le fils qui va te contacter pour te dire tiens, il faut que tu déclares des loyers. C'est vraiment déclaratif. Il faut que que la personne déclare les revenus. Hein. C'est bien ça le principe. Tout à fait, tout à fait. Souvent, Voilà. dans les mois suivant un achat, on reçoit une lettre du fisc en demandant est-ce que vous n'êtes pas en train de louer? En ce cas, merci de déclarer. Mais Mmh. c'est pas régulier. Il est tout à fait Mmh. vrai. On ne peut pas être sûr tant qu'on n'a pas reçu de demande de déclarer qu'on n'est pas obligé. Dès qu'on reçoit des revenus locatifs, on est obligé de rendre une déclaration. Tout à fait. C'est ça. Mais on n'a pas forcément toujours un rappel pour le faire en fait. Non, Donc non, voilà. non. Alors je pense que alors Christelle avait posé une question sur les déficits et est-ce qu'ils sont reportables? Donc je pense que tu as répondu à la question. Enfin, je pense. Sinon, il faudrait que Christelle nous redise si elle a des questions supplémentaires. Emmanuel demandait pour les assurances, quel type d'assurance? Mais je pense que ça aussi, tu l'as expliqué. Alors, les assurances qui sont comprises dans les charges mensuelles, ça de toute façon, c'est déduit, je pense. Mais aussi les assurances individuelles, en fait, qu'on prend pour le logement, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il y a D'accord. des clients qui prennent des différentes assurances. Ça dépend aussi un peu du bien et comment il est loué. Mais s'il y a des assurances, aussi on prend tout simplement en sécurité, on préfère d'avoir une assurance responsabilité civile en plus précise pour un bien en Allemagne. Tous ces frais sont déductibles. D'accord. Alors après, on a des questions aussi sur les locations meublées. Alors nous, on en a parlé tout à l'heure, donc on s'est dit qu'on allait plutôt les aborder en fin lors du question-réponse.
parce que je pense Mhm. qu'il y a quand même certaines personnes qui sont dans ce cas-là. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent, justement. Alors, quelle est la date limite pour rendre la déclaration, en Allemagne? Est-ce que tu peux Là-dessus, dire l'Allemagne est plus souple que la France. Vous avez en général aussi jusqu'à la fin mai, mais déjà en Allemagne, c'est plus simple de demander une prolongation et surtout, il y a une règle. Dès que vous utilisez les services d'un conseiller fiscal en Allemagne, le délai est automatiquement reporté au mois de février de l'année d'après, c'est-à-dire vous avez en théorie jusqu'à 14 mois en Allemagne. Par contre, si vous êtes résident étranger, souvent, c'est votre fisc à la maison qui vous demande plus rapidement de déclarer. Et c'est pour ça, nous donnons vraiment le mal de déclarer dès janvier. Nous commençons à rendre des déclarations dès que possible pour pouvoir fournir les informations nécessaires pour le fisc français à nos clients. Mmh. OK. Alors Guillaume, est-ce qu'on a le temps de poser encore une question? Quitte à ce qu'on décale un petit peu, sur le question-réponse, sur la fin? Bien sûr, bien sûr. Parce que je pense qu'effectivement, bon, il y a peut-être justement des personnes qui n'ont pas reçu ces courriers du fisc et qui n'ont pas pensé, comme tu disais tout à l'heure, comme, parfois les revenus pourraient être négatifs dans la déclaration, on a tendance à se dire: «Bon, bah, je vais pas déclarer, en fait». Mais qu'est-ce qu'on risque, en fait, si on déclare pas les revenus? Est-ce qu'on peut rattraper plus tard? Et si oui, alors comment on fait, pour ça? Oui, alors si vous avez déjà loué quelques années et vous n'étiez pas au courant et vous n'avez pas rendu les déclarations, déjà d'un point de vue allemand, quand vous avez 14 mois, souvent les délais ne sont pas tellement dépassés. Et si vous avez vraiment pendant plusieurs années ne pas rendu des déclarations, en général, bon, il faut le dire, c'est une sorte de fraude fiscale. Après, la question, c'est est-ce que les montants sont très importants et c'est quoi les conséquences? Mais à la base, il y a malheureusement la règle très stricte, le fait de ne pas se rendre compte, ça ne vous sauve pas. Si vous achetez un bien et vous commencez à louer, vous avez, au moins aux yeux du fisc, l'obligation de vous renseigner et de savoir que vous devez rendre des déclarations. Par contre, le fisc, il est quand même, il n'a pas non plus d'intérêt à engager des grosses procédures pénales. Et il y a une deuxième règle qui s'applique, c'est-à-dire si vous vous déclarez, même avec des années en arrière, vous déclarez volontairement et complètement et correctement toutes les années antérieures, le fisc va accepter ces déclarations sans pénalité. Il y aura seulement éventuellement des intérêts à payer sur les impôts des années antérieures, mais il n'y aura pas de pénalité si vous, de votre propre gré, vous faites l'action de volontairement déclarer les années antérieures. Il n'y a pas de garantie là-dessus, mais généralement, si vous déclarez tout, le fisc va juste accepter ces déclarations et ne pas vous mettre des pénalités de retard, uniquement des intérêts éventuels. Et combien d'années ça remonte? J'ai vu la question. En théorie, la fraude fiscale, ça peut monter jusqu'à 10 ans en arrière. Il n'y a pas je ne peux pas donner une année fixe, mais généralement, si on a ce cas de clients qui viennent nous voir et on a des années à déclarer, nous, on préfère toujours déclarer dès le début, aussi parce que souvent, les premières années, vous faites un déficit et ce déficit est quand même valable, même si vous n'avez pas de déclaré avec beaucoup de retard. Si vous faites un déficit au début, vous pouvez en profiter. Et c'est pour ça, souvent, la solution la plus simple, intelligente et surtout la plus sûre pour éviter chaque doute de fraude fiscale, c'est de remonter dès le début et déclarer toutes les années. OK. Bon, je pense que c'est très clair comme message. Du coup, alors je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui arrivent, mais je pense qu'on va quand même passer, parce que ça traite aussi justement, doit-on déclarer en France? Donc je pense que là, c'est le point de départ de Guillaume, parce qu'effectivement, hein, il faut déclarer en France. Donc Guillaume, il va nous expliquer comment ça se passe et dans quel cas et comment. Voilà. C'est une très bonne transition, effectivement. Merci, Florence. Bonsoir à tous. Je m'appelle Guillaume Rubecki. Je suis également avocat fiscaliste.
avocat au barreau de Paris et de Francfort. Je suis associé fondateur du cabinet Valoris Avocats. Nous avons une vingtaine d'avocats répartis entre Paris, Strasbourg, Lyon et depuis peu, nous avons également un bureau à Genève. Nous avons essentiellement une activité internationale et très fortement franco-allemande. Alors, Alexander vous a dit tout à l'heure que dès lors que quelqu'un possède un immeuble en Allemagne et que, à ce titre, il percevait des loyers, eh bien, ça suffisait à déclencher une obligation fiscale en Allemagne. Et on a vu comment déterminer la base taxable et le taux d'imposition, etc. C'est vrai. Et pour autant, si vous êtes résident fiscal français, eh bien, cette résidence fiscale française suffit à déclencher également une obligation fiscale en France, puisque tout résident fiscal français, toute personne domiciliée fiscalement au sens du Code général des impôts en France, est redevable de l'impôt sur le revenu français sur ses revenus de source mondiale, donc y compris les immeubles situés à l'étranger et ceux en Allemagne, naturellement sous réserve de ce que disent les conventions fiscales qui sont conclues entre les différents États pour éviter justement les doubles impositions. Parce que sinon, personne n'irait investir à l'étranger, le revenu serait taxé 2 fois. Donc, pour éviter ça, les États ont conclu des conventions. La France et l'Allemagne ont naturellement conclu une convention assez ancienne, qui date des années 50, et qui prévoit que les loyers de biens immobiliers situés en Allemagne sont effectivement imposables en Allemagne. Pour autant, ils ne sont pas vraiment exonérés en France, mais ça revient à peu près au même, je dis bien à peu près au même. Dans un premier temps, ces loyers doivent être soumis à l'impôt en France, doivent être déclarés en France et soumis à l'impôt en France, et immédiatement, le fisc accorde au titre de ces revenus un crédit d'impôt. Donc, le fisc va effacer la charge fiscale liée à ces loyers en accordant un crédit d'impôt égal à l'impôt français calculé sur ces loyers. Alors, je dis bien le crédit d'impôt égal à l'impôt français et non pas à l'impôt allemand. Ça, c'est important, et notamment pour ceux qui ont suivi le dernier webinaire, la règle est différente en matière de vente d'un bien immobilier, puisque là, c'est un crédit d'impôt égal à l'impôt allemand. Mais ici, pour les loyers, c'est un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Donc, on fait comme si on exonérait les loyers. On fait comme si on exonérait, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose, parce que cette méthode va avoir un impact sur le taux effectif d'imposition des autres revenus qui, eux, sont imposables en France. Je prends un exemple extrême. Vous avez un couple qui travaille, qui est salarié, le foyer fiscal gagne en France 30 000 euros et est soumis à un taux moyen d'imposition de 15%. Et par ailleurs, il y a quelques économies de côté, il y a eu un héritage qui a été investi dans de l'immobilier en Allemagne, et ce couple gagne 30 000 euros de revenus fonciers de source allemande. Alors, les 30 000 euros de revenus fonciers allemands vont effectivement être exonérés en France par le biais du crédit d'impôt égal à l'impôt français. Mais ça va augmenter le taux d'imposition qui sera applicable aux salaires de source française. Donc, au lieu de payer, par exemple, 15% d'impôt sur leur salaire, ils vont peut-être payer 20% d'impôt. C'est des chiffres que je tire de mon chapeau, il faudrait faire le calcul précis, mais pour vous expliquer le mécanisme. Donc, les loyers sont effectivement imposés en Allemagne et exonérés en France, mais ce n'est pas tout à fait neutre pour autant, puisque ça peut augmenter le taux d'imposition français. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que contrairement aux revenus de source française, revenus fonciers de source française, vous n'avez aucun prélèvement social, vous n'avez pas de prélèvements sociaux, CSG, CRDS, etc., sur ces revenus fonciers de source allemande. Par ailleurs, aussi pour répondre à la question d'un des participants, en cas de déficit foncier en Allemagne, eh bien, ces déficits fonciers ne sont pas pris en compte dans le calcul en France. Alors là, pour le coup, ça ne va pas baisser le taux d'imposition qui serait applicable aux autres revenus de source française. Ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Alors, ceci étant dit, vous savez, si vous habitez en France, que nous sommes au mois d'avril et qu'en avril-mai, c'est la période déclarative en France. Chaque année, les dates divergent un petit peu. Là, je viens de vérifier, donc ça s'étale, la période s'étale du 24 mai
au 8 juin, en fonction de votre département, et 19 mai pour ceux qui remplissent une déclaration papier. Et pour les non-résidents, c'est le 24 mai. Enfin, les non-résidents ne sont pas concernés par ce que je vais dire, puisque les non-résidents français, donc ceux qui n'habitent pas en France et qui perçoivent des revenus fonciers de source allemande, n'ont rien à déclarer en France, naturellement. Il faut en déclarer en Allemagne, en revanche. Alors, pour ceux qui sont résidents, on a vu qu'effectivement, il fallait déclarer les loyers, même si, de fait, ils sont quasiment exonérés. Alors, qu'est-ce qu'il faut remplir comme formulaire? Alors, d'abord, il faut remplir un formulaire spécifique qui est le formulaire numéro 2047. Donc, lorsque vous allez sur votre espace personnel sur impôts.gouv.fr, vous sélectionnez ce formulaire additionnel qui ne vous est pas proposé par défaut. Donc, vous demandez à le remplir. Et ce formulaire numéro 2047 est spécifique aux revenus de source étrangère. Pas uniquement aux revenus fonciers, ça peut être aussi des salaires, des intérêts, des dividendes, etc. Mais ce qui va vous intéresser, vous, c'est les cadres qui concernent les revenus fonciers. Spécifiquement, le cadre numéro 4. Et puis, surtout, n'oubliez pas le cadre numéro 6, parce que c'est ce cadre-là qui va vous permettre d'éviter la double imposition en octroyant un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Par ailleurs, une fois que c'est fait, ça n'est pas terminé pour autant. Il faut, en principe, remplir le formulaire numéro 2044. Alors, ce formulaire numéro 2044, c'est le formulaire afférent aux revenus fonciers. Ce formulaire, vous devez le remplir si vos revenus fonciers sont soumis au régime normal des revenus fonciers. Si en revanche, vous optez pour le régime du micro-foncier, et on va y revenir tout de suite après, alors vous n'avez pas à remplir ce formulaire. Vous pourrez passer directement à l'étape suivante. Le régime micro-foncier, ça s'applique dès lors que les revenus bruts sont inférieurs à 15 000 euros. Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple. Mais corrélativement, on va voir que vous ne pourrez pas déduire toutes les charges. Alors, c'est une spécificité quand même, je reste une seconde sur ce formulaire 2044. Pourquoi est-ce qu'il faut le remplir? C'est que, en fait, la base taxable française n'est pas la même que la base taxable allemande. Alexander vous a expliqué qu'en Allemagne, vous pouviez déduire plein de choses. C'est le cas également en France. Tous les frais qui sont afférents à la recherche de locataires, les frais d'agence immobilière, les frais d'expertise, de diagnostic, etc., vous pouvez les déduire. Mais et on peut déduire les intérêts d'emprunt, même si c'est afférent à une location en Allemagne. Mais il vous a dit aussi que vous pouviez déduire en Allemagne les amortissements. En France, pour des revenus fonciers, on ne peut pas déduire les amortissements. Donc là, on a une grosse différence dans la base taxable, ce qui explique pourquoi aussi il faut refaire le calcul selon les normes fiscales françaises. Et pour faire ce calcul, on utilise ce formulaire numéro 2044. Et ensuite, quand tout ça est fait, eh bien, on reporte les montants, mais d'ailleurs, les reports doivent être automatiques, dans le formulaire général, qui est le formulaire numéro 2042. Donc, je vous ai mis là les cases à remplir en fonction du montant des revenus taxables. Alors, oui, je vous parlais du régime microfoncier, c'est que cette spécificité française, en fait, vise à simplifier la vie des contribuables. Dès lors que vous avez des loyers qui sont inférieurs à 15 000 euros, vous pouvez opter pour le régime du microfoncier. Dans ce cas-là, il suffit de porter le montant brut des loyers perçus, donc sans déduire aucune charge, rien du tout, ni les intérêts, ni les frais de syndic, ni rien. Et le fisc va de lui-même pratiquer un abattement de 30%. Donc, vous allez imposer 70% du montant brut des loyers. Et puis ensuite, l'imposition sera évitée par l'octroi d'un crédit d'impôt. Si le montant est supérieur à 15 000 euros, là, en revanche, vous êtes automatiquement au régime du réel et donc vous pouvez déduire les charges, mais vous n'avez pas cet abattement de 30%. Et puis, dans certains cas, il peut être plus avantageux, même si vous avez des revenus inférieurs à 15 000 euros, il peut être plus avantageux d'opter pour un régime réel. Ici, j'ai pris l'exemple de revenus fonciers d'un montant de 10 000 euros, où vous avez 4 000 euros de charges. Si vous optez pour le régime du microfoncier, eh bien, on vous octroie 30% d'abattement forfaitaire, ce qui veut dire 3 000 euros, et donc un revenu imposable de 7 000 euros. En revanche, si vous optez pour le régime réel, eh bien là, vous pourrez déduire les 4 000 euros de charges, ce qui vous fera un revenu imposable de 6 000 euros, ce qui est donc plus intéressant que d'avoir un revenu imposable de 7 000 euros. Dans ce cas-là, il vaut mieux choisir le régime du réel.
sachant toutefois que cette option, elle est irrévocable pour une durée de 3 ans. Donc, il faut planifier à l'avance un petit peu les charges que vous pouvez avoir. Juste avant de conclure, une dernière remarque. Depuis quelques années maintenant, les déclarations d'impôt sur la fortune immobilière sont directement annexées à l'impôt sur le revenu. Et lorsque vous saisissez votre déclaration en ligne, vous devez cocher la case si vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière. Petit rappel, les immeubles situés en Allemagne sont passibles de l'impôt sur la fortune immobilière en France, si vous êtes résident fiscal français, bien entendu. Et l'impôt sur la fortune immobilière, pour rappel, se déclenche à partir d'une valeur de marché au 1er janvier de chaque année d'un patrimoine immobilier supérieur ou égal à 1,3 million d'euros. Donc, pour les résidents français, on prend en compte le patrimoine immobilier mondial. Voilà, petit tour d'horizon des obligations déclaratives. Alors, juste avant qu'on passe aux questions, une dernière remarque qui fait suite aux questions qui ont déjà été posées. J'ai jamais rien déclaré parce que je pensais être en déficit, ou j'ai jamais rien déclaré parce que je pensais que c'était imposable en Allemagne. Qu'est-ce que je risque? Et cette fois-ci, qu'est-ce que je risque en France? Là aussi, je ferai la même réponse qu'Alexander, c'est-à-dire qu'en théorie, ne pas déclarer un revenu au fisc français, théoriquement, alors le fisc français est quand même beaucoup plus souple que le fisc allemand, mais enfin, en théorie, on pourrait aller jusqu'à la fraude fiscale, et là aussi, on pourrait même aller jusqu'à un délai de prescription de 10 ans. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup plus rare qu'en France, hein. Mais là aussi, vous avez la possibilité de régulariser de vous-même, pour le coup, sur les 3 dernières années. Et qu'est-ce que vous risquez? Ben, à vrai dire, vous ne risquez pas grand-chose, puisqu'on a vu que l'impôt français était effacé par le biais du crédit d'impôt égal à lui-même. Donc, ça a juste un impact sur le taux d'imposition applicable aux autres revenus. Donc, ce que vous risquez, c'est des pénalités de retard de 10% si vous régularisez de vous-même, et des intérêts de retard. Donc, ça n'ira pas chercher très loin en pratique, sauf si vous avez des revenus fonciers extrêmement importants. Mais d'une manière générale, je vous conseille quand même de déclarer, parce que ça aura un impact fiscal assez faible et vous pourrez dormir tranquille. Voilà en ce qui me concerne, et on peut passer aux questions, je pense, Florence. Oui, merci Guillaume. Donc c'est très complet, je pense aussi, ta partie. Donc il y a plein de bonnes informations ce soir, je pense, pour tout le monde. Et effectivement, bah, il y a plein de questions. Alors normalement, on avait prévu, je pense, s'arrêter d'ici 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps supplémentaire, pour rester un peu en ligne, pour répondre aux autres questions. Je vais peut-être prendre la question de Dorota. Justement, le cas où, bon, la déclaration allemande arrive plus tard que la déclaration française. Donc, du coup, on a déclaré en France sans avoir eu, les chiffres allemands. Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit rectifier l'année suivante, ou elle laisse comme ça, ou comment on fait dans ces cas-là? Les deux sont indépendants, en fait, parce que je vous ai dit, en France, on refait le calcul complètement. Donc, la seule chose qu'il vous faut, c'est le montant des loyers et le montant des charges, mais vous n'avez pas besoin de savoir ce qui a été déduit ou imposé en Allemagne. Mmh. Mais des fois, en Donc, d'un Allemagne, point on de vue reçoit, français, je c'est pense, complètement avec un indépendant. décalage, les chiffres des vraies charges qu'il y a eu. Des fois, on les reçoit qu'en Oui. juin, septembre, et du coup, nous, on est obligé de les déclarer bien en avant. Hem, Voilà, donc dans ce cas-là, il faut estimer dans la déclaration française, puisque les délais sont très courts en France, malheureusement. Il faut faire mmh, une estimation, et si ensuite il y a une variation significative, il faut faire une déclaration rectificative. d'accord. Bon, j'espère que ça répond à la question. Alors Dorota pose une deuxième question, du coup, ça concerne plutôt la vente. Alors je pense que du coup, le webinaire qu'on a fait d'avant répondra probablement à la question, mais est-ce qu'on la relève quand même? Nous vendons le bien acheté il y a 10 ans et demi en Allemagne, donc normalement plus de taxes sur la plus-value. Une fois l'argent de la vente réparti en France, est-il imposable en France? Donc ça, normalement, on a les réponses dans notre webinaire, donc je vous invite Dorota de regarder le lien que j'ai mis, tout en haut du chat, mais peut-être tu peux y répondre quand La même, réponse est oui, directement. malheureusement. Voilà. La réponse est malheureusement Non, oui. oui. Ce Voilà. sera imposable en France, oui. Et parce que cette fois-ci, il y aura un crédit d'impôt égal à l'impôt allemand, et l'impôt allemand étant égal à 0, contrairement à l'impôt français, eh bien, il y aura certainement un reste à charge à payer en France. Mmh.
Alors Vincent demande: «Si nous avons un déficit foncier en France, est-il consommé par les revenus fonciers allemands qui pourtant ne sont pas in fine pas taxés par le mécanisme du crédit d'impôt?» Donc, J'ai pas bien compris la question. Est-ce que alors tu oui, veux bien alors je vais la essayer de la répéter, s'il te plaît? relire. Alors: «Si nous avons un déficit foncier en France, est-il consommé par les revenus fonciers allemands qui pourtant ne sont in fine pas taxés par le mécanisme du Oui, crédit d'impôt?» Donc on a dit c'est non, une hein, tout à excellente l'heure. Non? J'ai mal Alors, compris peut-être. les déficits, alors, non, non, mais c'est une excellente question et c'est une bonne remarque de ta part. Mais les, les déficits fonciers, alors je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les déficits Mmh, fonciers allemands n'ont pas d'impact sur le taux effectif d'imposition. Donc, ils ne vont pas baisser le taux d'imposition. voilà. En revanche, lorsqu'on fait une déclaration de revenus fonciers en France, la fameuse déclaration numéro 2044 dont j'ai parlé tout à l'heure, on fait la somme des revenus fonciers de tous les immeubles, et y compris ceux situés en Allemagne. Donc, ça va se retrouver, ça va se compenser par ce biais-là. Voilà. Mais ça n'aura pas d'impact sur le taux effectif d'imposition applicable aux autres revenus, au salaire, par exemple, que vous pourriez avoir en France. Mmh, OK. Bon, j'espère que ça répond à la question. J'espère aussi. Sinon, on est difficile de contacter. Sinon, faut nous redire. Alors, j'arrive même pas à lire aussi vite que les questions arrivent. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Hem, alors, si j'ai 6 000 € de revenus en France et que je suis déficitaire en Allemagne, est-ce que je paye des impôts supplémentaires en France? Bah, ça rejoint un peu la Non. question de tout de suite, non? Ouais. Oui. J'attendais que vous parleriez de comment faire la déclaration de ses revenus en Allemagne. Pourrez-vous parler quelques mots dessus? Donc, bah, normalement Alexander, je pense la première partie a expliqué tout ça. Donc oui, il faudra nous Oui, dire, je peux encore dire, bon, en général, en Allemagne aussi, on déclare maintenant tous les déclarations d'impôts sont en ligne. Et il y a un portail et un petit logiciel qu'on peut avoir auprès du fisc qui s'appelle Elster, E-L-S-T-E-R. Et là-dessus, il y a tous les formulaires qui sont intégrés. il y avait une question plus haut justement, quelqu'un qui demandait: «Si je parle passablement allemand, est-ce que je peux le faire tout seul ou est-ce que c'est plutôt déconseillé?» Alors moi, à ce sujet, je peux peut-être dire que tous les Allemands que moi je connais passent par un fiscaliste, même pour alors qu'ils parlent très bien allemand. Mais bon, ça c'est, je pense Non, que mais c'est une ça aurait été habitude exactement allemande, ma peut-être. réponse. Non, c'est exactement ma réponse. En Allemagne, je pense encore plus qu'en France, c'est pas une question de langue, mais plutôt vraiment de savoir comment gérer. Et le fisc allemand va vraiment poser des questions. C'est-à-dire, il faut s'attendre à le fisc allemand pose des questions précises et demande des justificatifs. Et dès que si on déclare un chiffre, peut-être aussi un peu approximatif, parce qu'on dit, bon, c'est à peu près comme ça, et après, le fisc allemand vous demande la facture correspondante et le montant ne correspond pas, le fisc allemand risque quand même de vous ennuyer de plus en plus. Si vous parlez à peu près l'allemand, déjà vous pourrez vous débrouiller, mais le, la- le risque, c'est pas dans la langue, mais dans le savoir-faire, ce qu'on peut mettre et comment il faut le mettre. Alors, Mmh. c'est comme Florence dit, en Allemagne, la plupart des gens, ils parlent très bien l'allemand, mais ils ont un conseiller fiscal et c'est pas pour rien. Mmh. Enfin moi je crois que je connais vraiment personne qui ne l'a pas. Alors faut-il s'adresser au Steueramt du lieu de la location? Si c'est Berlin, s'agit-il par Kitz? Alexander, ça tu peux peut-être le préciser? Là aussi, il peut y avoir des exceptions, mais généralement, il y a, en Allemagne, il y a des centres d'impôts qui sont spécialement compétents pour les étrangers. Et à Berlin, par exemple, c'est un fils précis, c'est celui de Neukölln, qui s'occupe de tous les étrangers.
OK. Alors, il y a pas mal de questions quand même qui arrivent au sujet de la vente et de la taxation lors de la revente. Alors, je pense qu'on n'a pas trop le temps, du coup, malheureusement, de réaborder ces questions ce soir, parce qu'on en a vraiment parlé longtemps, lors du dernier webinaire. Donc vraiment, moi, je veux bien remettre, du coup, le lien peut-être parce que là, il s'est perdu un petit peu dans tous les messages qui sont arrivés. Mais je vais vous remettre le lien du dernier webinaire, du coup, pour que vous regardiez, ça. On l'a mis par chapitre, donc je pense que vous retrouvez assez facilement les réponses aux questions que vous avez. Si maintenant, voilà, on répond pas à tout, n'hésitez pas dans ce cas de nous recontacter pour qu'on discute de ça, directement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme d'autres questions? Moi, Alors moi, j'ai les oui, meublés, moi, j'ai c'est encore vrai. une question Oui? d'Emmanuel Besson. Là, y a-t-il beaucoup d'utilisation d'investissement via une société type SCI ou d'autres? Mmh. Ça, vraiment, c'est une très bonne question, mais merci de revenir sur moi parce que c'est assez complexe. Je n'arriverai pas de l'expliquer rapidement. Ça peut avoir beaucoup d'intérêt, oui, mais ça dépend beaucoup de l'objectif d'investissement et de la situation. Alors, j'invite vraiment, si quelqu'un réfléchit à ça avant d'investir, de poser cette question, mais ça va malheureusement complètement dépasser le cadre de ce soir. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est un sujet finalement, on parle de taxes, on pourrait se dire c'est un sujet un peu, chiant si je peux dire, mais en réalité, il y a tellement de questions, finalement, Oui, qui sont assez passionnantes, hein, mais qu'on peut peut-être pas tous aborder ce soir malheureusement, alors on avait dit quand même qu'on abordait les de la même meublés. manière, Florence. Mmh, Oui, mais justement, Florence, si je peux me permettre, je crois que j'ai vu pas mal de questions sur les meublés et je voudrais voilà, juste synthétiser, puis Alexander pourra compléter oui, s'il le souhaite. Mais on va pas pouvoir répondre aux questions sur les meublés. En revanche, je vais vous donner quelques orientations, mais je pense que peut-être ça pourrait valoir la peine de faire un autre webinaire rien que sur le sujet. Mais parce mmh que la situation est complexe et en plus, elle est très différente entre la France et l'Allemagne. Donc, pour synthétiser, le principe, il est le même, c'est-à-dire que la location meublée, elle est imposable en Allemagne et elle est exonérée en France. Plus exactement, c'est le crédit d'impôt égal à l'impôt français. Mais les modalités de déclaration ne sont pas les mêmes, ni en France, ni en Allemagne. En France, ce ne sont plus des revenus fonciers, ce sont des revenus, des bénéfices industriels et commerciaux qui peuvent soit relever du régime réel, où vous devez tenir une mini-comptabilité, soit du régime des micro-BIC, auquel cas vous avez droit à un abattement spécifique, ce sont des formulaires spécifiques, etc. Et en Allemagne, là aussi, la situation est assez complexe, et notamment au regard de la TVA. Et on va pas, enfin, Alexandre va compléter, mais je ne pense pas qu'on puisse aborder ce point en 2 minutes. Et il nous faudrait au moins une demi-heure. Voilà. Tout à fait, je suis d'accord. Même si les principes pour une location meublée à long terme sont assez proches de ce que j'ai exposé, il y a normalement des meublés sont loués à plus court terme, assez court terme, et ça, dans plein de cas, ça déclenche obligatoirement qu'on applique la TVA. Alors, on ajoute au système de l'IR le système de TVA qui est encore plus complexe. Et en effet, ça va dépasser ce cadre, mais ça serait un bon sujet pour un autre webinaire. Je suis d'accord. Bon, bah, on note ce sujet-là, en tout cas. Du coup, c'est ça nous donne le sujet peut-être du prochain. Alors, je ne sais pas encore quel sujet on traitera, prochainement, mais voilà, on le note en tout cas, effectivement. Et par contre, s'il y a des questions peut-être urgentes, dans ce cas, je vous invite peut-être de contacter directement Guillaume ou Alexander, pour avoir les réponses, rapidement, on va dire, hein. Si ça concerne votre déclaration, par exemple, Bien qui est sûr. due là, je suis pas sûre qu'on va faire le prochain webinaire, d'ici là. Donc, Et on est à votre disposition, avec plaisir. voilà. Hem, alors je prends encore une question, même si du coup j'ai du mal à choisir lesquelles. Des précisions sur l'amortissement, Alexander, comment on calcule l'amortissement pour le déduire en Allemagne? Ça, c'est compliqué, hein. Oui, en fait, il y a un calcul assez complexe. Il faut réunir pas mal d'informations sur le bien lui-même. Et après, il y a un taux d'amortissement qui dépend de beaucoup de facteurs, de l'année de construction, de la surface, du quartier, du lieu, du type du bien, si c'est un immeuble, un appartement locatif ou autre.
C'est assez complexe. Pour les amateurs de sujets fiscaux compliqués, il y a un schéma officiel qui est aussi dans les grandes lignes utilisé par le fisc. Généralement, si on ne veut pas se donner ce mal de se jeter dans ce calcul assez complexe, on peut aussi déclarer un amortissement et c'est le fisc qui fera le travail, c'est-à-dire le fisc qui va après arrêter l'amortissement qui correspond au bien. Mais il peut aussi arriver que le fisc fasse un calcul un peu moins avantageux que si on le fait faire par un conseiller fiscal qui connaît les bonnes vis pour tourner pour arriver au résultat souhaité. Mais en théorie, on trouve sur les sites du fisc des explications comment calculer par quel moyen l'amortissement exact. Alors, moi, je vous remets, du coup, comme la question est revenue, je remets le lien du dernier webinaire pour tout le monde. Alors, j'ai complètement oublié, comme la dernière fois, mais je me suis souvenue. Donc, j'ai aussi publié un petit sondage pour la fin du webinaire. Donc, si vous pouvez y répondre, voilà, ça nous donnera quelques informations pour les prochaines fois. Et je sais pas, est-ce que Guillaume, Alexandre, vous avez vu peut-être des questions, vous, que moi, j'ai pas relevées ou pas eu le temps de voir, auxquelles vous voulez encore répondre? Comme Parce ça, que non, je pense le les tour plus sur les... importants, je pense on en a parlé, d'autres c'était plutôt sur la vente. En effet, Oui, on a mis le lien. Non, pour moi c'est bon. c'est ça, hein. Moi, je crois aussi qu'on a quand même répondu à pas mal de choses. Ouais, n'hésitez pas Il y en a tout cas juste une de remarque, oui. juste un monsieur qui dit que le fisc français l'a redressé avec la méthode Ah, que Eric qui j'ai dit ça. mentionnée. Oui. Il m'a été demandé de déclarer mes revenus fonciers allemands comme des revenus français, donc taxés à mon taux marginal. Et j'ai eu droit, grâce à la rubrique 8TK du formulaire fiscal, à un crédit valorisé sur mon taux moyen. Ce n'est donc pas neutre. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que les revenus fonciers de source allemande sont exonérés, mais ça a un impact sur le taux d'imposition applicable aux autres revenus. Donc non, ce n'est pas tout à fait neutre si les revenus fonciers sont conséquents, naturellement. Et c'est les choses qui sont regardées par le fisc, absolument. Ouais. Alors Thibaut, désolé, oui, donc j'ai dû louper votre question. Donc, comme demandé plus haut, dit Thibaut, quelle est la base, le montant des revenus de la location qui conditionne le taux entre 14 et 42%? Donc ça concerne l'Allemagne, du coup. Oui, mais je l'avais déjà vu, je crois que j'avais déjà répondu parce que je comprends peut-être pas exactement la question. Je veux dire, j'en ai expliqué que ça s'appelle du revenu imposable qui est calculé selon le schéma que j'ai évoqué. Et le taux de 14%, il commence à 1 euro. Et si maintenant ça vous intéresse, à quel montant on arrive les 42, je vous avoue, comme le calcul d'impôt est assez complexe en Allemagne, je ne connais pas de taux vraiment précis, mais il doit être autour des 70 000 euros. Pour être taxé à 42%. Mais Oui, comme tu le disais, Alexandre, oui, mais comme tu le disais, Alexander, en Allemagne, il n'y a pas de tranche d'imposition, c'est une progressivité c'est pour ça. intégrale. C'est-à-dire que C'est quand progressif. vous Voilà, êtes et à 1 après, euro, vous payez oui, 14%, 2 euros, 14,1, etc., etc. c'est ça. Et c'est progressif. Et après, normalement, quand on parle des 42%, c'est à partir de quel moment le prochain euro est le taux marginal. Et celui-là, il est atteint autour de 60-70 000 euros. Mais déjà avant, oui, comme c'est progressif, en effet, il n'y a pas de tranche directe. Et tout à l'heure, j'avais dit la plupart de nos clients ont un taux entre 20 et 30%. Ok. Alors, je vois que Florian. Ah oui, alors j'ai vu ça plus haut. Donc, Florian est courtier en prêt immobilier en fait à Berlin et il vous demande si vous offrez une coopération pour la clientèle franco-allemande. Donc ça peut-être Voilà, on peut vous comme mettre en ça fait pas relation. vraiment partie du sujet, je l'ai un peu mis pour plus tard. Alors ça, moi, enfin, on peut vous mettre en relation peut-être directement pour Voilà, et je discuter de ça. pense Florian va nous trouver.
Je regarde encore si j'ai encore une question sur le sujet. Non. Non, je crois que là, du Non, je coup, pense s'il n'y a plus rien qui arrive, Voilà. on a fait le tour, je crois. Enfin, je l'espère qu'on n'a oublié personne. En tout cas, si jamais vraiment il y a une question à laquelle on n'aurait pas répondu, donc contactez-nous. On y répondra bien sûr avec plaisir, aussi lors d'un entretien individuel, bien sûr. Donc merci Guillaume et Alexander d'avoir pris un peu de temps supplémentaire parce que c'est vrai qu'on a dépassé du coup d'un quart d'heure. Donc finalement, on a fait le même temps que la dernière fois. Finalement, oui, parce que je pense que c'est un sujet effectivement sur lequel il y a quand même beaucoup de questions. Merci à toi, Florence. Donc je vous Merci à dis toi, Florence. Merci au à revoir tous. alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tschüss. Tschüss.